Cher Nicolas, nous arrivons à la fin de cet entretien et je vous ai demandé donc de bien vouloir nous lire un passage de votre dernier opus. C'est à vous. Alors, j'ai choisi le passage sur la figue. Pourquoi? Parce que j'aime bien. Parce que c'est comme ça? Oui, parce que j'ai toujours content de manger des figues. Alors, j'aime les voyages dans le temps. Marqué par Barjavel, Wells et quelques autres, j'ai plusieurs fois exploré ce thème qui conjugue ma passion de l'histoire et mon goût de l'étrange. Un penchant naturel me pousse toutefois vers le passé, car l'avenir ne m'est d'aucune volupté. Savoir ce que deviendra le monde, ce que feront mes descendants, dans quel abîme la civilisation tombera ne m'excite guère. J'ai en tête la phrase finale de la fosse de Babel d'Abellio, demain le mot le plus menteur de toutes les langues. En revanche, connaître la couleur du ciel sous Henri IV, les sons du Paris médiéval, les parfums du monde pré-industriel, voilà qui m'émoustille. Ce qui m'intrigue le plus, c'est de déceler les cicatrices du passé dans le monde moderne. Quels détails ont survécu, n'ont pas été dévoyés, défigurés par la chimère du progrès. J'aime à découvrir la marque des voies anciennes dans le tissu urbain. Le plan de Turgot offre ainsi un passionnant voyage dans le Paris de Louis XV, et l'on retrouve aujourd'hui encore, derrière l'oblique d'une venelle, la courbe d'un muret, les souvenirs d'une cité engloutie. Les musées offrent bien sûr cette fenêtre sur le passé, car les œuvres y sont intactes, mais cela revient à feuilleter un herbier. Cueilli, la fleur perd sa sève. J'aurais plutôt voulu connaître l'œuvre avant son exécution, la voir à l'atelier, sur le chevalet, avec ses premières ratures. À l'inverse, il est des paysages, des sites qui ont conservé leur aspect primitif. Certaines montagnes, certains canyons, déserts, fjords, sylves n'ont pas ou peu été modifiés par la griffe humaine et permettent d'entrevoir le monde d'avant la faute. Encore faut-il s'y rendre. Au vrai, l'un des plus sûrs voyages dans le passé reste celui du goût. Certains aliments sont mangés avec le même plaisir depuis des milliers d'années. Certes, le vin romain coupé au miel, à l'eau de mer et aux épices n'a plus lieu d'être. De même, viandes et venaisons médiévales atteignaient un faisandage plus musqué qu'un vestiaire de stade. Mais je me suis toujours dit que les fruits sont un trait d'union avec l'histoire. On sait que l'immense variété des fruits et légumes s'est vue divisée par 10 en un petit siècle. La sélection opérée par la grande distribution a sabré, par exemple, maintes sous-variétés de pommes. Et les méthodes de culture relèvent parfois de la pure science-fiction. Cependant, il reste des fruits inviolés. Parmi ceux-ci, la figue occupe une place d'honneur. Fruit étrange, à la séduction lente, elle est le sélacanthe de nos cagettes. Voilà près de 12 000 ans qu'on l'accueille. Dans les repas de nos aïeux, elle précéda les grandes céréales. Avant le blé, avant le pain, était la figue. Fruit résistant, qui brave le soleil, les chaleurs, la sécheresse, elle est un roc délicat, offrant une même joie depuis la fin de l'âge de pierre. Laède, ou Socrate, la mordait avant de prendre la parole. On l'aimait au temps de Vide, de Gilgamesh. Dans la Genèse juive, elle serait le pendant de la pomme chrétienne. En un sens, la figue est notre mère à tous, l'ancêtre de nos joies gustatives, l'Éden de la gourmandise. Il semble surtout, lorsqu'on l'accueille par une chaude journée d'été, dans une garrigue assourdie de cigales, qu'on jongle avec les lois du temps. Cette peau ferme, cette pulpe tiède, ce jus qui poisse les doigts et les lèvres, depuis Ulysse, le plaisir est inchangé. Merci Voilà. beaucoup.